Je suis très heureuse, aussi un peu émue de parler dans cette école, qui est aussi mon école, qui a été mon école, et puis dans laquelle j'ai à nouveau le plaisir d'être pour enseigner. Vous m'excuserez aussi, j'avais envie de condenser peut-être un peu ce que je disais, donc j'ai essayé d'écrire ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Donc voilà, je vais essayer de le faire le plus agréablement possible, de lire ce texte, mais il me semble que c'est important que je puisse vous le présenter de cette manière. Si je vous parle ce soir de l'Ouest Lausannois, je le fais à 2 titres. D'abord parce que j'ai eu la chance que la mission qui m'a été confiée de mettre en place un bureau dans un contexte d'urgence, un bureau d'intercommunal destiné à réorienter le développement de la région de l'Ouest Lausannois. Et deuxièmement, je vous parle ce soir aussi parce que je suis convaincue que le processus en cours dans l'Ouest Lausannois est exemplaire à plusieurs titres. Il est d'une part symptomatique de la situation de ces territoires hybrides qui se sont formés autour des villes historiques et que nous appelons agglomération, périphérie, Vorstadt ou bien Zwischenstadt. L'Ouest, comme ces territoires de l'entre-deux, est caractérisé par une extrême fragmentation, par un bâti hétéroclite et par une situation environnementale dégradée. Deuxièmement, ce lieu représente aussi, comme tous ces territoires diffus, un enjeu fondamental en relation avec la croissance démographique. La densification et la restructuration de secteurs tombés en friche doivent permettre d'accueillir de nouveaux habitants dans des sites déjà entamés pour contribuer à limiter l'étalement urbain. À ce titre, le processus en cours dans l'Ouest peut être mis en perspective avec le phénomène du basculement historique d'un monde désormais plus urbain que campagnard. Et enfin, les circonstances actuelles, notamment la politique des agglomérations de la Suisse avec son aide financière aux projets de transport, mais aussi une tradition de collaboration dans cette région et une prise de conscience partagée ont poussé les acteurs de l'Ouest lausannois et du canton à engager une action urbaine, collective, volontariste et innovante. Et j'en suis persuadée, c'est précisément cette action commune qui est la condition impérative pour changer l'image de ces grands territoires et pour accompagner leur mutation. À partir de ce premier cadrage, je souhaite vous parler du processus qui est en cours dans cette région et qui pourrait d'une certaine façon être résumé par la recherche du collectif, ou autrement dit, par la recherche d'espaces dans lesquels la collectivité peut s'exprimer. D'une part, nous nous trouvons dans un contexte qui résonne objet plutôt que continuité, entreprise individuelle plutôt que collectif. D'autre part, nous sommes dans un territoire qui, depuis plus d'un siècle, connaît des vagues d'urbanisation dans un contexte de fragmentation administrative et dans une absence de pensée urbaine structurante. Les équipements collectifs sont avant tout des infrastructures réalisées dans une logique supralocale. Le chemin de fer, les industries, l'autoroute pour Expo 64. Les premières installations hors la ville des hautes écoles font partie de cette catégorie de projets parachuté dans un territoire encore marqué par son passé rural. Le basculement d'une pensée villageoise dans laquelle le collectif s'exprime selon ses mécanismes propres à une pensée urbaine se fait maintenant alors que le territoire est déjà très entamé, que les collectivités voient souvent leur champ d'action réduit par l'absence de marge de manœuvre. Ils ne possèdent que très peu de territoire. Les équipements publics, écoles, parcs urbains sont souvent sous-dimensionnés et la structure viaire est presque toujours insuffisante. Mais malgré ces interventions, l'Ouest lausannois possède aussi des atouts conséquents. Il y existe un patrimoine qui l'enracine et qui lui donne une identité propre. Les centres villageois racontent leurs histoires, le bâti industriel, actif ou en friche, parle de son passé ouvrier ou de son futur modernisé. Le paysage du lac, les cordons boisés, les rivières et les moraines révèlent ce lieu. Le territoire recèle de potentiel.
Des friches sont à investir, des territoires entamés à restructurer, des équipements publics peuvent devenir des points de repère et éléments structurants. La politique des agglomérations permettra un investissement massif dans l'amélioration des infrastructures de transport locaux. Et l'Ouest lausannois a aussi cette chance unique d'avoir partout, en second plan, un rapport très fort avec le grand paysage lémanique, comme élément de repère et de cadrage direct. Maintenant, peut-être avant de vous présenter, je dirais, notre démarche, je pense que c'est important de donner 2-3 éléments de rappel sur le pourquoi et la raison d'être finalement de ce schéma directeur qui réunit, on le voit ici, 8 communes, les 8 communes de l'Ouest lausannois du Destry, mais aussi la ville de Lausanne pour sa partie ouest. C'est une région dans laquelle habitent 75 000 personnes, donc si on effaçait ces limites communales, on serait dans la deuxième ville du canton de Vaud. Elle contient aussi un nombre important d'emplois et je dirais un des enjeux du développement de l'Ouest, c'est de préserver, voire de développer ces emplois. L'Ouest lausannois, c'est aussi une pièce dans la métropole lémanique qui, vous le savez, subit une croissance démographique importante. Et c'est à ce titre que le projet d'agglomération dont nous faisons partie obtiendra des aides de la Confédération dans le cadre de sa politique pour les agglomérations. Le schéma directeur, c'est aussi un document. C'est un document, une charte, une sorte de philosophie qui a initié le processus de travail et de développement de l'Ouest. Ce schéma directeur a trouvé finalement son origine dans une contrainte, un moratoire qui a été imposé aux communes par le canton, un moratoire qui les obligeait à trouver une façon de collaborer et à mettre ensemble leur énergie pour le développement de leur région. En 2003, Laurence, tu l'as dit, le bureau du schéma directeur a été ouvert et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai pu me mettre à travailler sur ce territoire, toujours en m'appuyant finalement sur cette charte qui est le schéma directeur, qui paraît rébarbatif, mais qui contient, je dirais, des joyaux et une sorte de fil conducteur qui aujourd'hui nous est encore extrêmement utile et qui est toujours adéquat dans nos travaux. Je crois qu'on peut aussi dire qu'une première étape s'est terminée, donc je crois 10 ans, on peut dire depuis le moratoire, on a pendant ces 10 ans travaillé sur un retard à rattraper, on a commencé à anticiper et les premiers chantiers se sont ouverts. Et je pense que la machine de la transformation de l'Ouest lausannois aujourd'hui roule, le train est en marche et que les années à venir nous montreront encore beaucoup de résultats tout à fait concrets. En 2 mots, c'est quand même qu'est-ce que contient ce schéma ? Il nous demande de travailler sur l'urbanisation, mais l'urbanisation toujours coordonnée avec les transports. Donc on ne densifie pas un lieu s'il n'est pas correctement desservi par un transport. Lorsqu'on densifie, on pense toujours aussi mixité. Donc on voit ici sur cette carte les taches plus foncées sont ces sites de développement, ces sites qui ont des potentiels d'accueil particulièrement forts et qui sont finalement positionnés à cheval par-dessus des limites communales. Donc, derrière lesquels il y a besoin de trouver des systèmes de gouvernance intercommunale. Ensuite, un autre volet qui consiste en l'amélioration de l'offre en transport public avant tout, mais aussi une amélioration de l'offre ou du confort du déplacement à pied ou à vélo. Et tout ça, évidemment, pour limiter l'accroissement du trafic individuel. Et enfin, la vision du paysage, c'était d'ailleurs, le schéma directeur a été initié, entre autres, aussi à partir de cette première lecture paysagère de cette région. Et donc là, le schéma directeur nous demande de préserver, de renforcer. Donc toutes les études, qu'elles soient de l'ordre de la planification ou de la réalisation, à quelque part, doivent s'appuyer sur ce principe majeur de préserver, de renforcer les qualités paysagères de cette région. Et enfin, puisque nous ne sommes ni commune ni canton, mais à quelque part entre deux, il a fallu inventer un système de gouvernance, de sorte à ce que les communes puissent co-décider,
que leurs législatives puissent être impliquées dans les processus de transformation, que la population puisse être consultée, que de l'information puisse être donnée de manière régulière et que finalement un débat public puisse s'ouvrir sur la question urbaine. Et ensuite, peut-être pour vous expliquer comment nous travaillons, donc je crois qu'on peut vraiment dire qu'il y a finalement 3 sortes ou 3 catégories de projets. D'abord, les projets que nous appelons des projets de développement urbain, donc des projets pour de nouveaux quartiers, pour des restructurations de quartiers existants, des projets qui travaillent sur le plan de la ville. Et ensuite, une deuxième catégorie de projets. On voit ici, par exemple, la gare de Renan, qui ont trait aux infrastructures, à ce qui structure finalement l'entre-deux. Souvent, ces projets en fait touchent finalement tous le vide. Ce sont des projets de réseau de bus, ce sont des projets de routes aussi. Ce sont des projets qui sont, eux, contrairement aux projets urbains qui souvent sont sur des sites privés, les projets de transport, d'infrastructure, eux ont la chance d'être maîtrisés par les collectivités. Et enfin, toute une autre série d'études qui ont trait à des politiques coordonnées, ou autrement dit, comment faire que toutes les communes traitent de la même manière la question de l'implantation de bâtiments hauts, de tours, ou bien comment faire que les communes de l'Ouest aient toutes la même stratégie en matière de politique de stationnement, par exemple, ou de localisation d'activités, etc. Voilà, à partir de là, je vais gentiment vous présenter les différents projets qui sont conduits par le schéma directeur avec les communes, avec les acteurs locaux. Je crois que la conduite de ces études nous amène à fonctionner comme une sorte de laboratoire au sein duquel des idées sont testées, des méthodes peaufinées et des nouvelles pistes explorées. En dehors des outils traditionnels tels que le concours d'architecture, nous avons introduit des études tests ou Testplanung tels que pratiqués en Suisse alémanique. Ces études tests répondent particulièrement bien au contexte dans lequel nous nous insérons. Un grand nombre d'acteurs, un territoire et un questionnement complexe avec de lourdes contraintes techniques. Ces études tests sont pour nous parmi les moments les plus créatifs dans le processus de planification. Elles permettent que l'on interroge un territoire par rapport à son passé, qu'on l'explore quant à son futur. Des visions peuvent se former d'un commun accord et le travail en atelier permet petit à petit de trouver des convergences, de définir ce qui est de l'intérêt public et finalement de se créer une culture commune. Ensuite, tu l'as dit aussi, nous essayons aussi de pousser à l'utilisation du concours. L'enjeu ici réside dans le fait de réussir à convaincre des porteurs de projets privés qui ne sont pas soumis à la loi pour les marchés publics, de la nécessité d'ouvrir le débat, de comparer des variantes pour être capable de produire des projets de qualité. Et le dernier instrument avec lequel nous travaillons est celui de la commission que nous appelons qui est en fait notre groupe ABC. Dans ce groupe ABC se réunissent mensuellement les responsables techniques des cantons et des communes pour évaluer et faire adapter des projets selon les critères de conformité aux objectifs du schéma directeur. Donc le projet est analysé en fonction de son opportunité. L'entreprise est-elle au bon endroit? Est-ce que la densité est-elle suffisante? Le principe de mixité a-t-il été introduit dans ce projet? Mais aussi en fonction de la question de la structuration. Est-ce que le contexte bâti est pris en compte? Est-ce que, d'un point de vue de la mobilité, le projet est correctement dimensionné? Est-ce qu'il prévoit l'accès au transport public? Et de même, pour la question environnementale, finalement, est-ce qu'il contient un concept énergétique? Est-ce que les aménagements paysagers sont-ils de qualité? Donc je dirais, les exemples que je vais vous montrer tout à l'heure sont tous issus de ce travail qui a été fait soit dans les planifications tests, soit dans les concours qui ont été menés dans le cas du SDOL ou avec le SDOL sur l'Ouest lausannois.
Donc, dans cette partie de ma présentation, j'aimerais parler des projets et réflexions que nous menons dans le SDOL. Notre recherche s'appuie sur une série de fondamentaux que je vais essayer de résumer et d'illustrer. Avant tout, il faut souligner le fait que notre principal outil de travail est le projet. Notre recherche se base sur l'usage du projet en tant qu'instrument de connaissance. Pour citer Alexandre Chemetov, l'espace du projet peut devenir un temps de possibles découvertes. J'adhère fondamentalement à ce postulat. Il y a une sorte de magie contenue dans le projet. Le projet permet de transcender la donnée technique pour lui donner un sens. Il permet de mettre en relation des données, de mettre en relation des données programmatiques organisées selon leur logique propre et de faire une synthèse en lui donnant un corps et une forme identifiables et compréhensibles. Si nous voulons que l'Ouest lausannois puisse préserver son identité, il est impératif que tout projet se confronte à son contexte historique, son contexte bâti. La tentation de la table rase n'est pas une solution. Nous devons tabler sur une transformation progressive qui soit à même de dialoguer avec son contexte. Le fait de travailler dans une continuité enrichit les projets. Transformer, réinterpréter des structures existantes, favoriser des usages temporaires devient un acte créatif. L'acte du projet s'inscrit ainsi dans une permanence. Ici, vous voyez des exemples extraits d'une étude, par exemple, sur un site qui, aujourd'hui, contient encore d'anciens entrepôts de CFF et où, demain, la commune de Renan veut développer un quartier multifonctionnel avec de l'habitat, avec des équipements publics et des activités. Ou alors ici, du côté de Malais, un questionnement quant aux inventaires, aux stocks à préserver, aux témoins du passé à prendre en compte par les projets qui viendront. Ou ici aussi, la même question, est-ce qu'un témoin du passé industriel, même tout récent, puisque la sphère de gaz date des années 70, est-ce qu'elle peut trouver sa place dans un concept de parc récent, dans un quartier récent qui devrait émerger de cette plaine de Malais? L'Est lausannois s'est engagé à densifier son territoire pour être en mesure d'accueillir de nouveaux habitants et emplois. Pour ce faire, de nouveaux quartiers sont planifiés, d'autres restructurés et densifiés sur eux-mêmes. Ces densifications doivent cependant se faire sous certaines conditions. Une des premières conditions, je pense, est la mixité, donc l'opposé de la séparation des fonctions qui pèse tant aujourd'hui encore sur ces territoires des périphéries. Il y a un deuxième principe que je crois qu'on doit garder en tête et poursuivre, c'est ce principe que j'appellerais du clair-obscur. C'est varier l'occupation d'un territoire, un peu à l'image de ce que fait ce groupe-là. On a quitté l'Ouest lausannois, on est dans le Grand Paris, vous l'aurez peut-être reconnu, mais où l'équipe Lean de Fingeipel se pose la question sur comment créer des intensités bâties ou naturelles et pour ainsi à quelque part traiter le territoire urbain comme une peinture qui travaillerait sur des clairs et des obscurs. C'est une façon d'imprégner une sorte de rythme sur un paysage urbain. Ensuite, le troisième principe, je pense, doit être la proximité. Plus un territoire est vaste, plus il est important d'offrir par ailleurs des proximités, des espaces publics de qualité, des perméabilités qui empêchent le cloisonnement. Et enfin, la juste mesure d'un territoire. Si on se place face à un territoire de cette nature qui a perdu à quelque part tous ses repères, tout le parcellaire a disparu sous l'impact de grandes structures qui l'ont à quelque part violé, c'est comment est-ce qu'on arrive à retrouver la juste mesure de ce territoire. Et je crois que se pose ici aussi la question du travail sur la granulométrie du territoire, qu'il soit bâti ou non bâti. L'Ouest lausannois, tout comme les autres tissus périphériques, est constitué d'une énorme variété de granulométrie.
Une autoroute côtoie des logements, une usine côtoie des jardins potagers. Ici, le projet doit obligatoirement, avant de se poser la question de la forme urbaine, se confronter à cet état de fait et trouver le moyen pour dialoguer avec son contexte. Le territoire de l'Ouest est constitué de grandes pièces comme autant d'archipels non connectés entre elles. Ce morcellement a été produit autant par les grandes infrastructures routières et ferroviaires que par l'effet des grands projets objets. Ces projets objets se sont organisés en fonction d'une logique foncière privée, sans vue d'ensemble, comme des bastions introvertis, sans prise en compte de besoins de la collectivité. À partir de ce constat, chaque nouvelle transformation du territoire doit maintenant être considérée comme une opportunité de recoller et d'inverser les situations. Créer de l'espace public, que ce soit une place, un parc ou une rue ou un équipement public, nous donne l'occasion de tisser des liens et d'induire de l'urbanité pour sortir des projets de leur isolement. Ici, on a, dans le cadre d'une étude routière, le bureau ADER qui nous a démontré finalement qu'est-ce que pouvait provoquer une poursuite d'une logique à la Bourdonnette. La Bourdonnette est ici. Et qu'est-ce qui se passerait si l'on poursuivait simplement à occuper le territoire par grands bastions, par grandes enclaves, avec des accès donc sans relation entre elles et avec des accès ponctuels sur l'espace public. Alors qu'on pourrait, dans la même situation finalement, sortir de ce schéma et essayer de travailler ici, pour exemple, le montage nous a imprimé le quartier du Flanc sur ce territoire et nous montre finalement comment est-ce qu'on peut, avec l'aide d'une trame viaire, avec l'échelle d'une ville, retrouver, je dirais, reconstituer des morceaux cohérents. Ou ici, un autre exemple où on travaille, qui est issu de l'étude test sur Malais, où l'équipe Europan-Lucher essaye de redonner finalement ou de réfléchir à l'usage et aux moyens qu'on peut donner aux habitants, aux usagers de ces lieux, de s'approprier un espace, ce qui évidemment est absolument impossible dans un contexte et dans une organisation urbaine de ce type, où tout renvoie à la voiture, où il y a une introversion complète du bâti vers des cours intérieurs, inaccessibles par ailleurs et invisibles depuis l'espace public majeur. Produire de la ville dans la périphérie signifie de trouver une façon d'échapper à la fragmentation du territoire. Il faut trouver des moyens pour franchir, relier, connecter et rendre perméable. Et de fait, ces projets de lien représentent une part importante de nos études dans l'Ouest lausannois. Les collectivités s'apprêtent à investir plusieurs centaines de millions de francs dans des projets de cette nature. Pour exemple, je vous cite ici le projet de la gare de Renan, qui consiste effectivement d'abord en la création d'une passerelle comme un élément fonctionnel, système d'accès au quai, mais qui, bien au-delà de ça, devient une espèce de lien symbolique aussi entre communes, qui entraîne avec lui une réorganisation de l'espace public, une réorganisation du trafic, du stationnement, et qui permet, en fait, qui est également accompagné par des projets de nouveaux bâtiments, donc une densification et une requalification d'un secteur fondamental à quelque part au cœur de cette région. Ou d'autres projets que nous menons, qui sont basés, eux, sur une lecture de type réseau mobilité douce. Donc, une fois considéré à l'échelle de l'agglomération, ramené à l'échelle de l'Ouest lausannois, vous voyez que chacune de ces petites barrettes, c'est un franchissement qui est imposé par une infrastructure qui provoque une césure dans le territoire. C'est une fois une autoroute. Où suis-je? Ici. C'est une fois le chemin de fer dans cette partie ici. Donc chacune de ces petites barrettes qui ont été identifiées,
qui sont positionnées de manière cohérente par rapport à une vision globale, font aujourd'hui, et feront encore puisqu'elles sont nombreuses, l'objet d'études, de projets qui devront petit à petit voir le jour et qui permettront de poser autant de petits maillons qui à terme, pourront constituer un réseau cohérent. Ou un autre exemple, encore une fois issu de Malais. Malais qui est une plaine qui aujourd'hui est complètement fragmentée et qui est faite d'imperméabilité partout. Donc là, de nouveau, une réflexion qui a été menée dans le cadre de l'étude test sur Malais par le bureau KCAP et qui finalement se pose une question toute simple, c'est comment est-ce qu'on peut compléter un réseau viaire qui aujourd'hui est partiel. Donc, il réfléchit et en fait, il pose là de nouveau des petits éléments de lien qui petit à petit reconstituent une échelle intraurbaine telle que nous la connaissons dans les centres-villes et qui fait tant défaut dans ces lieux hors des centres-villes, dans ces lieux qui sont transformés, qui sont tellement transformés sur ce dernier siècle. En même temps, le déficit en infrastructure de transport, et je pense là surtout au réseau viaire, et la nécessité d'ouvrir ces routes à d'autres usages sont aujourd'hui une chance pour l'Ouest lausannois. Les routes existantes ont été tracées pour répondre à des logiques de transit. Elles rayonnent depuis le centre vers l'extérieur et doivent relier au plus vite le centre-ville à d'autres centres hors de l'agglomération. Elles n'ont pas été conçues pour relier les petites centralités de l'agglomération entre elles. Leur maille est trop large. Les tronçons manquent et elles ne sont pas à même d'irriguer les nouveaux morceaux de ville. Elles ont été pensées pour le seul usage de la voiture et sont devenues des espèces de non-lieux inadaptés aux besoins de la ville. La nécessité de développer des réseaux de bus, des pistes cyclables, des espaces sécurisés pour les piétons nous fournit aujourd'hui une opportunité à saisir absolument. C'est dans cet esprit que plusieurs routes sont actuellement à l'étude dans l'Ouest lausannois. Des concepts d'aménagement sont définis en collaboration avec des architectes, urbanistes, paysagistes et ingénieurs. Ces requalifications sont des projets coûteux qui nécessitent toujours la recherche de synergies et qui souvent doivent être coordonnés à plusieurs communes. Dans certains cas, ces requalifications peuvent être réalisées grâce à l'arrivée d'un tram ou parce que le réseau d'infrastructures souterraines est à refaire, mais dans tous les cas, cette appropriation d'une route par la ville a un effet structurant sur elle. Je suis convaincue que ces routes ont le potentiel de devenir des rues, des avenues, des espaces publics avec une valeur structurante sur le tissu urbain. Et notre chance est qu'elles appartiennent aux collectivités et que de ce fait, une possibilité d'action directe une possibilité d'action directe sur l'espace urbain. Donc ici, on revoit une route que certains d'entre vous connaissent peut-être. On est dans le secteur que nous appelons l'Arc-en-Ciel et où, en parallèle au développement du projet de tram qui devra venir s'installer ici, une réflexion est faite sur le bâti, sur comment, on voit par exemple ici dans les parties grises, comment est-ce qu'on peut densifier, retravailler sur le bâti, comment est-ce qu'on peut le réorganiser de sorte à ce que ces rez-de-chaussée, par exemple, puissent se mettre en relation avec un espace rue. Ou ici, au sud de l'EPFL, cette route du lac, la route suisse, qui aujourd'hui fait l'objet le chantier est ouvert, mais qui a fait l'objet d'un concours sur invitation où on a travaillé sur des concepts, choisi un concept qui a été développé, et je dirais toujours dans cette trilogie, à quelque part, de l'architecte urbaniste, paysagiste et ingénieur, où finalement les rôles s'inversent selon les phases de l'étude ou de réalisation, mais où l'équipe reste toujours au complet. Ou ici, une autre situation, de nouveau autour d'une infrastructure routière majeure, le Pont Bleu. On est à quelques pas de la gare de Renan qui se trouve là à l'est. Et où, dans le cadre de l'étude test du Pont Bleu Terminus, ici le bureau Bacquer et Blanc se pose la question finalement comment faire de cet élément de séparation un élément réunificateur. Est-ce qu'une infrastructure de ce type peut à un moment donné s'urbaniser et devenir l'accroche, je dirais, pour le développement d'un espace public qui appartient au bâti?
Voilà, j'arrive gentiment vers la fin. Mais je ne pourrais pas ne pas parler de la question du processus et de la stratégie. Parce que je suis convaincue que de travailler sur le tissu urbain nécessite des modalités très fines de repérage, de compréhension du contexte, mais qu'avant tout, cette intervention doit prendre en compte la notion du temps. Ensuite, l'action urbaine a aussi besoin d'une vision stratégique qui permet de prioriser, de se concentrer sur ce qui est important, de saisir les opportunités, de mettre en place des partenariats et de négocier avec les acteurs en place. L'élaboration de stratégies doit s'appuyer sur des scénarios et sur une itération entre les grandes lignes de la planification et le projet de détail. Ou autrement dit, la stratégie doit établir une sorte de feuille de route du projet qui doit obligatoirement être placée dans une dimension temporelle. Ici, peut-être pour illustration de ce propos, là nous sommes de nouveau dans l'étude test du secteur Pont-Bleu-Terminus et se pose ici la question du prolongement du tram et de son tracé. La ligne bleue, c'est le tram qui a aujourd'hui, en fait, qui peut se prolonger selon des variantes de tracé. Et là, ce qui est fait en groupe pluridisciplinaire, c'est évaluer finalement le potentiel. Est-ce qu'il y a un potentiel urbain d'un déplacement de cette ligne? Est-ce que le fait de le faire traverser le quartier peut créer des situations urbaines intéressantes, créer des espaces publics qui apportent quelque chose à cette entité, à cette pièce urbaine? Donc là, je dirais vraiment un travail où on fait des variantes, on fait des hypothèses, on développe des stratégies et on analyse des faisabilités. Et c'est après, cette exploration finalement qu'on retient en principe une ou deux, où il y a des convergences et où le projet se stabilise pour prendre telle ou telle direction. Voilà. Et pour conclure, je veux souligner que la transformation que subit et subira l'Ouest lausannois est rendue possible grâce à de nombreux acteurs dont les efforts convergent. La préoccupation du collectif se trouve au centre de toutes les actions, dans la mesure où la création d'espaces collectifs est la condition de l'urbain. Le collectif est en quelque sorte le ciment dont nous avons besoin pour constituer la ville. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Moi, j'en aurais une. Par exemple, dans le cas du SDOL, quels sont les acteurs ou quels sont les partenaires avec lesquels on travaille? Alors, je dirais, en dehors de la petite équipe du bureau, il y a évidemment, je dirais, nos patrons politiques qui sont les porteurs des projets dans des moments décisifs de vote de crédit. Et par ailleurs, je dirais, il y a toute la couche de nos collègues techniciens, que ce soit dans les communes et dans les cantons, qui fait que ce projet a pu prendre cette envergure, je crois, et puis voilà, qui a permis à lui donner autant de force finalement. Ouais. Mais technicien, ça veut dire... C'est des chefs de service, des services techniques communaux. Ouais, ouais. Et ensuite, les responsables cantonaux qui ont souvent des compétences particulières et qui les font, dont nous profitons dans cette collaboration, il faut être clair. Des services de l'environnement qui ont des compétences en matière d'environnement qui nous font défaut, qui sont là dans les processus avec nous comme experts et qui alimentent, je dirais, nos travaux et nos réflexions. Et par exemple, toujours dans le cas du SDOL, quand les 8 communes vous ont contacté, qu'est-ce qu'elles avaient déjà entre leurs mains? Avant le SDOL? Oui. Alors, je dirais, non, le début, c'était le moratoire. C'était une contrainte, une obligation de se mettre ensemble et de collaborer. Et quand même, je crois, il y avait... toutes les communes étaient quand même conscientes qu'il y avait qu'elles étaient en train de rentrer dans une impasse. Il y a clairement des problèmes environnementaux, de pollution de l'air, des seuils qui sont dépassés.
Je pense que les communes de l'Ouest, elles ont aussi une tradition de collaboration. L'imbrication de leur territoire fait qu'elles ont dû quand même traiter ensemble de questions de réseaux souterrains ou d'autres problématiques. Donc il y a quand même un espèce de bagage de collaboration, je pense, qui est là. Et à partir de la contrainte, je pense qu'il y a un travail qui s'est fait autour de ce projet qui a été très vite, je crois, partagé et porté en partenariat, qui est quand même large, qui est porté par ces communes. Vous avez parlé de clair-obscur par rapport à un plan d'urbanisme de Paris. Maintenant, quand on parle de l'Ouest lausannois, on parle des 8 communes. Ça veut dire que vous allez quand même essayer de mettre en priorité les chefs-lieux de ces 8 communes, ou bien quelle est l'image finale qu'aura le développement de cet Ouest lausannois? Bon, je pense d'abord, à mon avis, il n'y a pas d'image finale. J'espère qu'il n'y a pas d'image finale, mais que c'est le temps qui passe et que la transformation continue. Alors qu'on oriente, moi je pense qu'on est plutôt en train d'orienter un processus de transformation. La question des chefs-lieux des villages, je pense qu'elle est à quelque part constitutive de l'identité de ce lieu, et je pense qu'il faut le choyer, ceci. Les points forts auxquels, en fait, moi je voyais plutôt derrière les points forts ou l'obscur ou les fortes densités, ça va être plutôt les nouveaux quartiers. C'est ces quartiers qui se créent aux abords de la future halte RER à Malais. C'est ces quartiers qui se font à l'échelle de projets qui sont nos projets contemporains, qui sont des projets énormes, je veux dire de 50 000, 20 000, 50 000, 100 000 mètres carrés de surface brute de plancher. Donc les fortes intensités, à mon avis, elles vont naître de ces programmes-là. Elles vont donc dépasser les entités chefs-lieux. Alors elles vont, en termes de densité, oui, largement. Mais je pense que ça, je dirais, si on arrive à constituer une sorte de constellation, une sorte d'archipel, c'est Kees Christian qui utilise le terme de ville ouverte et d'archipel pour dire qu'il y a des quartiers peuvent coexister et sont reliés entre eux finalement. Donc ils cohabitent. Donc moi ce que j'imagine, ce que je souhaite pour l'Ouest lausannois, c'est qu'ils puissent à quelque part préserver ses caractéristiques propres d'aujourd'hui, ses identités propres, mais que par ailleurs ils puissent bénéficier de ce développement en fait qui peut intervenir ici. Et je pense qui doit améliorer une situation quand même qui s'est péjorée. C'est-à-dire c'est quand même ces développements, je pense que c'est là où l'histoire est passionnante, c'est que ces développements, il faut les saisir comme des opportunités. C'est qu'à chaque fois qu'un grand projet vient, c'est comment est-ce qu'on arrive à en tirer le meilleur profit finalement, pour redonner aussi quelque chose au collectif là où il y a déficit. Merci Ariane. Je suis toujours impressionné par la qualité et la quantité de travail que tu as pu faire depuis maintenant 10 ans. J'avais quand même un peu la même question. Est-ce que par moment, tu n'as pas besoin d'avoir une vision d'ensemble et de constituer une maquette, comme par exemple ils ont à Zurich, qui est absolument magnifique, ou à l'île de Nantes, chez Methoff a fait la même chose. En fait, une maquette qui permet qu'après les fragmentations, on ait quand même une vision entre elles. Qui donnerait peut-être pas une image complètement cohérente, mais quand même d'un certain ensemble. Donc le besoin oui, bien sûr qu'on a le besoin. Donc la carte de synthèse, je vous ai montré une carte qui, après 5 ans, a fait une première tentative de synthèse. Et la maquette, elle est en route. 4 modules existent et on espère commander les. Donc voilà. Donc l'Ouest lausannois on y a superposé une trame qui fait des modules de 50 par 50 cm. Il nous faut une salle de 6 mètres par 6 mètres pour une maquette au millième. Et les 4 premiers modules sont là. Et on espère, notamment avec les PFL et l'UNIL, de pouvoir aller de l'avant sur la production de ces maquettes qui viennent ici de l'atelier des maquettes, d'ailleurs, de l'EPFL. Donc c'est magnifique. Voilà. Merci bien pour cette présentation. Il y a 8 communes. Il y a 2 communautés qui sont plus grandes que chacune de ces communes, c'est l'UNIL et l'EPFL. Et c'est des acteurs extrêmement forts. Économiquement, c'est les acteurs qui ont la croissance la plus grande. Et quelle est l'intégration de ces unités dans l'Ouest, dans le SDOL? Quelle est leur activité, leur engagement? Donc, ils nous prêtent une fois par année le Polydôme pour faire notre événement annuel d'information sur le marché du SDOL. On se dispute en ce moment sur un arrêt de bus à savoir qui c'est qui va le payer. Non, je pense que
Mais on a des collaborations grâce aux professeurs qui sont ici, qui utilisent le terroir, je dirais, de l'Ouest lausannois pour travailler aussi dans un milieu académique sur des questions que nous, on ne pourrait pas traiter dans le bureau. Mais je ne sais pas si j'ose dire ça, mais à quelque part, c'est que les hautes écoles, pour nous, elles sont plus en relation avec le monde et l'univers qu'avec nous, à quelque part. Alors après, il y a des problèmes concrets. Effectivement, un bus, à un moment donné, il va quand même circuler par ici. Mais je dirais... Ce dont je rêve, c'est qu'à quelque part, le vrai laboratoire du SDOL, il puisse être ici à l'école et puis qu'on puisse vraiment contribuer, je dirais, par une réflexion, cette fois académique et plus théorique, je dirais, à ce qui se passe dans la réalité juste devant nos portes. Ouais, alors, c'est contenu dans nos statuts puisqu'on n'est pas on n'est pas un niveau institutionnel avec son législatif, son exécutif et tout l'instrumentarium de la démocratie. Dans nos statuts, il est inscrit que nous devons faire de la concertation au sens large du terme. Mais je dirais très concrètement, je pense que chaque étude a été présentée publiquement. Elle réunit généralement je ne sais pas, le moins peut-être 30-40 personnes. Le plus, c'était la route du lac qui a fait... Quand on a fait la présentation publique du projet, je crois qu'on avait 250 personnes dans un auditoire de l'université. Donc je dirais il y a une grosse tentative de faire descendre de l'information, mais aussi de recevoir en retour des propositions, des demandes d'agir sur nos cahiers des charges, sur nos programmes et sur la suite. J'ai deux questions. Une en ce qui concerne la démographie, puisque apparemment le SDOL a été initié à cause d'une augmentation démographique. Bon, de toute façon, il faudrait peut-être le faire indépendamment de ça. Mais c'est une question que j'ai posée il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, la toute première information qui s'était tenue au Théâtre Arsenic. Est-ce qu'il faut vraiment un développement démographique? Est-ce qu'on veut une Suisse de 10-15 millions d'habitants? Est-ce qu'on veut une ville de Lausanne jusqu'à Genève, sachant que cette augmentation démographique provient de l'immigration, essentiellement pour la création d'entreprises, pour créer des places de travail? Est-ce que toutes les places de travail d'Europe doivent être créées au bord du Léman? J'ai l'impression que c'est une chose qui n'a jamais été étudiée. Ça, c'est la première question. J'en ai une autre qui est tout à fait différente. Dans le cadre de SDOL, vous avez dit que Lausanne est associée pour la partie ouest de son territoire. Mais on a un peu l'impression que dans tous ces grands projets, Lausanne fait cavalier seul. Est-ce que c'est par concurrence, vite faire son quartier par rapport à ce qui peut se faire dans le SDOL? Est-ce qu'il y a cohérence entre ce que fait Lausanne et ce qui se passe dans l'ouest? Bon, sur la première question, c'est le robinet, les vannes du robinet, elles ne sont pas ici. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on est responsable, c'est qu'on anticipe et puis qu'on travaille avec cette progression démographique, on constate. On a eu des augmentations depuis que le schéma directeur a ouvert. On a une progression constante de 2% d'augmentation. Et est-ce qu'il faut fermer des vannes ou pas? Maintenant, je pense que ça dépasse mes compétences. Et puis... Moi, je dirais nous, et à quelque part, je pense qu'avec le travail qu'on fait, on assume nos responsabilités. Actuellement, il y a une croissance et soit on ferme les yeux, on laisse aller, soit on essaye d'anticiper et d'offrir plutôt faire venir ces gens déjà dans les agglomérations. C'est quand même le premier enjeu, je pense, pour éviter la poursuite de l'étalement urbain. Et ensuite, c'est de leur offrir des conditions d'accueil les meilleures possibles. Sur la partie... Sur la question lausannoise, mais je pense que c'est une histoire qui va loin, qui remonte loin dans le temps. La relation entre le chef-lieu et le canton, la relation entre le chef-lieu et puis sa périphérie. Moi, je pense on se bouscule parfois et puis parfois on est main dans la main. Et puis je pense qu'il y a quand même un apprentissage qui est en train de se faire et quelque chose qui est en train de se décanter au travers du projet d'agglomération où quand même nos politiques sont assis une fois tous les 2 mois ensemble à une table en train de parler de l'avenir de leur région. Donc je pense que là, pour moi, c'est un processus d'apprentissage, si on peut dire, qui est en cours et puis qui se fait avec des heurts parfois et de la jalousie ou de la concurrence et puis qui est finalement pas non plus malsaine.
Oui, Ariane. Effectivement, tu nous as retracé environ 10 années à partir de ce grand processus du SDOL. Avec le recul, la question que je souhaiterais te poser, c'est sur la maîtrise foncière, puisque effectivement, on sait qu'aujourd'hui, tu as largement débattu sur les opportunités qu'il y a à améliorer, à requalifier l'espace public, qui est une maîtrise des collectivités, mais je parlerai des autres grands projets sur la question de la maîtrise foncière. Est-ce que c'est quelque chose qui cherche à être mis en place, puisque tu réunis 8 communes sur cette idée d'acquisition, de constitution de foncier pour aussi donner de l'essor à vos projets et pas simplement à travers l'essor du foncier privé. Mais c'est vrai que le constat que le foncier est principalement en main privée a fait que les projets urbains ont décollé beaucoup moins vite que les projets d'infrastructure, parce que les projets d'infrastructure sont toujours sur du domaine public, sont toujours gérés par le public. Donc, par rapport à une stratégie d'acquisition foncière, c'est ça que tu veux dire. Donc, je pense que certaines communes l'ont fait un peu traditionnellement, mais elles sont rares. Hein. D'autres commencent à le faire, et je pense que elles prennent conscience aussi de l'importance ou de l'intérêt qu'elles auraient à avoir parfois des maîtrises foncières pour faire démarrer un projet phare, un endroit pour démarrer un processus de développement d'un site. Donc, moi, je pense que la prise de conscience est là, mais je dirais actuellement, si on veut avancer avec ces projets, on doit quand même trouver des modalités de collaboration avec le privé. Alors, je pense plus les communes se structurent aussi par rapport au type de contraintes qu'elles imposent au privé, peut-être, pour conduire un projet, pour sortir de l'histoire. On travaille toujours avec le même, et pour aller chercher de la concurrence, enfin, ouvrir à la concurrence. Je pense que là aussi, on a, à mon avis, progressé depuis le début. Il y a une sorte, le fait que les urbanistes des différentes communes travaillent ensemble. Il y a quand même, je dirais, on est en train de scaler plutôt, je dirais, toujours sur le meilleur. Chacun a un peu son domaine de prédilection, et je pense qu'il entraîne avec lui ses collègues des autres communes, et on essaye d'accompagner au mieux, d'orienter ces projets. Notre chance, c'est que ces gros sites de développement sont tous reconnus d'intérêt cantonal finalement. Donc à partir de là, le canton est là avec une petite possibilité de pression aussi, une petite aide financière. Et l'un dans l'autre, ça nous donne des situations où on arrive à mettre quand même sur pied des partenariats avec les privés qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de la qualité du projet. La question, elle est un peu dans le sens de celle d'Olivier, c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a une ou 2 cartes qui sont vraiment fondamentales et qui font la spécificité un peu de ce qui se fait ici par rapport à ce qui se fait dans d'autres régions suisses et européennes. C'est le travail sur le système Vière dont tu as parlé, sur le fait d'en avoir inventé un. Et ça, je crois qu'en longtemps, l'Ouest lausannois se définira par ce qui nous semblait au début le plus fragile de l'opération, c'est-à-dire ces ponts, ou comment tu les as appelés, franchissements, bien. Ces franchissements, voilà, nous semblaient toujours extrêmement faibles et les pièces un peu difficiles, parce qu'évidemment, on ne sait pas qui sont les investisseurs, puisqu'on inventait une parcelle qui n'existait pas encore. Les ponts ont quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'évidemment, ils sont sur rien. Donc, je trouve qu'il y aurait vraiment une étude à faire maintenant, à part le fait que tout va aller dans ce sens, de ces franchissements qui ont été tout à coup des éléments déterminants, ou bien un système, hier on a vu ce que proposait KCAP dans le sud de Renan, pour faire infiltrer, disons, ce qui était le grand domaine privé, parce que c'était l'Ouest lausannois, c'est quand même des grands propriétaires, tu l'as dit. Ce sont des grandes entités, et je me rappelle qu'au début du SDOL, on parlait même de forteresse, un peu pour signifier ces grands propriétaires, et des communes qui étaient quand même, Madame Huguenin le sait, quand même dans des états financiers pas si simples, puisqu'il y avait aussi des populations, évidemment, à des revenus beaucoup moins élevés que dans le reste de la région de l'agglomération. Et donc, comment est-ce que par infiltration d'un système Vière qui se fabrique, mais qui se fabrique aussi, c'est ça que j'aimerais savoir, comment tu fais, aussi à partir de rien par ces ponts.
Et comment est-ce qu'ils vont être maintenant financés et comment faire des partenariats, j'imagine, public-privé, sur ces opérations d'infrastructure, comme dégageant de l'espace public et du lien social et une refragmentation du parcellaire qui fait que peut-être on aura cet autre urbanisme que celui de ces forteresses dont on parlait au tout début, il y a 10 ans, sur ce territoire. C'est juste, c'est beau ce terme d'infiltration. Moi, je pense que chaque cas est un cas particulier. À part peut-être les passerelles sur l'autoroute, on pourrait se dire, on est peut-être dans des... Mais je ne sais pas, moi je pense que chaque cas est un cas particulier qui se négocie dans son contexte précis, qui se négocie, je dirais, avec le propriétaire des terrains adjacents, qui se négocie dans le cadre d'un développement qui va dégager des plus-values, mais combien de plus-values, combien est-ce que la commune va céder, ou le privé va céder gratuitement à la commune, combien est-ce qu'elle va racheter. À Malais, aujourd'hui, les débats sont en cours pour savoir qui va payer ce réseau viaire. Aujourd'hui, même ce qui existe de réseau de routes dans Malais, le 80% est situé, et en fait, est du sol privé, donc organisé avec des droits, des servitudes de passage, des droits. Donc comment est-ce qu'on revient de ce genre de situation pour redonner enfin la rue à la ville? Je dirais, par exemple, pour Malais, on procède de manière extrêmement pragmatique, c'est qu'on fait aujourd'hui et on fait le projet du réseau viaire avec de nouveau des groupes pluridisciplinaires. On fait une estimation des coûts. On développe un concept de réseau infrastructurel souterrain, mais vraiment comme au 19e, c'est-à-dire on développe le réseau souterrain parce que lui aussi il est déficient, on organise la mobilité au niveau fonctionnel que tout joue, on travaille avec l'architecte urbaniste qui lui va nous induire en fait ou nous amener toute la part, je dirais, qualitative, relation du vide au plein, du dégradé, du public au privé. À partir de là, on sort des coûts qui, eux, sont mis dans un dossier financier d'un développement de Malais, d'un secteur où on va faire un plan de quartier, où on sait qu'on va dégager tant de mètres carrés supplémentaires par rapport à la situation actuelle. Et ensuite, la négociation, elle se met en place, mais elle est extrêmement pragmatique. Je pense à chaque fois qu'on a essayé de faire des principes un peu théoriques, qu'on a essayé de réutiliser à plusieurs fois, on a échoué. Chaque fois qu'on a commencé avec le cas concret du terrain, de la parcelle, on réussit à trouver des solutions. Après, il y a une chose qu'il faut quand même dire, c'est que encore une fois, la politique des agglomérations nous amène de l'argent. Donc vous avez tout à coup un quart ou même la moitié d'un budget qui est couvert par des fonds publics et la question peut se traiter différemment, tant pour les communes d'abord, mais aussi pour le privé, parce que on a quand même, à quelque part, on a effectivement une aide qui nous a donné une sorte de vent arrière à nos projets. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose de conclure cette conférence qui a suscité beaucoup de questions et vous invite à partager un verre. Merci. Merci.